Bonjour, Allô, comment ça va? comment allez-vous? Ça fait longtemps. Ouais, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Là, on est un petit peu mieux, hein, parce que la dernière fois, on était avec Léonard de Vinci et Ah oui. Mona Lisa. Oh, c'est depuis l'Halloween, on ne s'est pas vu. Oui. Eh bien. Oui. Mais j'espère que vous avez aimé notre déguisement depuis ce temps-là. On a eu du plaisir, hein? Ben oui, ben en tout cas, on s'est quand même vu les mercredis, mais au niveau des vidéos du samedi, réponse aux questions, on n'en avait plus fait parce qu'on était très occupés, on l'est encore beaucoup. Parce qu'on part. On s'en va bientôt. Oh. La semaine prochaine. Oui, donc la prochaine vidéo, qu'on vous répondra à vos questions, on la fera depuis le Mexique. Depuis le Mexique. À Chicxulub. À Chicxulub. Chicxulub. Alors, aujourd'hui, on a combien de questions? 30 questions. Puis j'ai arrêté, hein, chérie. Je vais donc répondre à 30 de vos questions, donc je vais faire des réponses quand même assez rapides, sinon on ne s'en sortira pas. Me semble. Tu parles tout le temps. Et ben, si vous voulez des cadeaux, on en a plein pour vous. C'est sûr, la Noël s'en vient, mais vous allez dans la description, sous la vidéo, vous allez avoir plein de liens donc pour aller chercher des petits cadeaux, cours gratuits, e-book, les fiches couleurs, tout ça. Si vous ne les avez pas déjà téléchargés, allez-y. Cliquez sur les liens qui sont dans la description sous la vidéo. Et allez, on se dépêche. Première question. C'est fini. OK. On commence par une question qui est sur la vidéo Stop au gaspillage de peinture que tu as faite dernièrement. Donc, la vidéo de mercredi. Oui. On a 3 questions là-dessus. 3 personnes qui ont posé des questions. La première, c'est Jean-Loup Baquet. Bonjour Jean-Loup. Il dit à propos du gaspillage, j'ai des tubes de peinture à l'huile qui ont plus de 25 ans et qui commencent à légèrement granuler. Y a-t-il une astuce pour combattre cela afin d'éviter d'avoir un tas de petites mouches sur la toile et ainsi éviter de gaspiller son temps à les enlever au risque d'abîmer un beau rendu obtenu au prix de nombreux efforts? Oui, alors déjà, il faut savoir une chose, c'est que 25 ans et plus, on commence déjà à tous granuler. Mon Dieu, là, on s'effrite. Nous granulons. Non, alors c'est ça, 25 ans, plus la peinture. Bon, quand la peinture à l'huile granule, bon, mais c'est qu'il y a un problème avec la matière. C'est sûr que la plupart du temps, ça vient soit des pigments, soit du liant. Il n'y a pas grand-chose à faire, sinon sortir la peinture des tubes et essayer donc avec un couteau, une spatule à palette, écraser la peinture, remettre du liant s'il en manque. Alors, ça peut être un petit peu d'huile de lin, ça peut être plusieurs choses. Tu ne mettras pas de l'alkyd, sinon ça va sécher encore plus vite, mais un petit peu d'huile de lin, ça pourrait éventuellement améliorer la situation. Mais à un moment donné, 25 ans, c'est beaucoup pour une peinture. Et oui, mais il dit légèrement granulé. Fait que ça commence, hein, mais... Et sinon, il y a toujours la possibilité aussi d'acheter donc la plaque de verre, la vitre, et la molette en verre pour bien broyer ou rebroyer à nouveau les pigments qui pourraient s'être accumulés et en refaire une pâte vraiment très lisse. C'est faisable, c'est toujours possible, mais ça nécessite un investissement, c'est vraiment pas donné, ces molettes en verre. Ça nécessite cet achat-là qui des fois on se demande qu'est-ce qu'il vaut mieux, racheter de la peinture ou acheter le matériel pour la fabriquer soi-même. Hein, c'est un petit peu... Voilà, mais sinon, effectivement, après, c'est ça, on risque d'abîmer les tableaux. On fait des efforts pour ne pas avoir les granulés sur les toiles. Surtout quand tu commences un beau tableau, puis ça fait ça, là. Et peu importe ce qu'on fait pour récupérer cette peinture-là, donc la broyer ou rajouter de l'huile, écraser avec un couteau, toujours quand même, avant de reprendre cette peinture pour la mettre sur un tableau, c'est peut-être bien aussi de la tester sur de la toile vierge, de la toile blanche, juste des essais pour voir qu'est-ce que ça donne comme résultat. Est-ce qu'elle granule toujours ou non? Et là, peut-être que c'est récupérable pour continuer à peindre avec. Ton micro, il est bien allumé? Oui, très bien. Le tien? Oui. Excusez pour pas recommencer. OK, on continue avec Déborah Claverie. Bonjour Déborah. Je voulais encore vous demander un petit conseil. Je sais que la Rolls-Royce... La Rolls-Royce? Il y a la peinture acrylique et la golden. Mais je n'ai pas encore les moyens d'en acheter. Une Rolls-Royce, c'est cher, hein? Comme transition, j'ai pris le franc bourgeois qui me semble donner de meilleurs résultats que l'Amsterdam. Qu'en penses-tu? Oui, ben, le franc bourgeois, c'est certainement meilleur que l'Amsterdam. Amsterdam qui est quand même pas mal gamme, un petit peu étude. Le problème de l'acrylique, c'est toujours que lorsque c'est un trop bas de gamme, c'est pas assez pigmenté.
manque d'opacité, trop transparent et on ne peut pas obtenir les résultats qu'on souhaite sur la toile la plupart du temps. Donc, partir vers des gammes un petit peu supérieures et je pense que le Franc-Bourgeois doit être, je suppose, un peu supérieur à la Amsterdam de Talence. Ça ne peut qu'être meilleur, plus facile à travailler et à peindre avec. Et, maintenant, dire que la Golden, c'est la Rolls-Royce, c'est pas obligé. Non, il y en a d'autres. La Liquitex haute viscosité est aussi bonne. Hein. Moi, j'aime bien la Golden. C'est ma préférée par rapport à la qualité, la texture, l'opacité. On entend Maya qui miaule. C'est Maya qui a vu rentrer. Non, mais c'est correct, parce qu'elle va mettre des poils partout. Ah, c'est mais pour ça. Ils l'entendront peut-être pas au micro, Okay, à cause des correct. filtres anti-bruit, là, tout ça. D'accord. Il n'y a que nous qui l'entendons. Donc, c'est ça. Je pense que c'est un bon choix de prendre là le Franc-Bourgeois, oui. Oui. On continue par Christian Batard. Bonjour Christian. Il dit, comment faire pour trouver la bonne quantité du premier coup? Il dit, si on refait du mélange, c'est très difficile de refaire la même couleur. C'est vrai, ça. Oui. Et la même valeur. Oui. En faisant plusieurs fois, on a du mal à retrouver la couleur du départ que l'on veut. Alors, si on a du mal à retrouver la couleur du départ, c'est parce que on n'a pas encore acquis et pris cette habitude de mélanger les couleurs de manière, on va dire, efficace en se référant à la loi, à la théorie de la couleur. Si je me réfère toujours à la théorie de la couleur quand je fais mes mélanges, je vais y arriver plus facilement à obtenir la couleur souhaitée. Donc, je pense que le mieux, c'est de continuer toujours à pratiquer, suivre les cours, suivre les règles. Et d'ailleurs, Oui, on a une vidéo gratuite qui je vous mets dans la description sous la vidéo. Donc, je vous mets le lien pour aller voir ce cours gratuit qui s'intitule la méthode simple pour réussir tous vos mélanges de couleurs en peinture. Et c'est une méthode en 3 étapes. Et si vous continuez à suivre des cours de couleurs, si vous pratiquez, vous allez avoir suffisamment de facilité que vous ne vous direz plus jamais comment refaire la même couleur. J'ai de la difficulté à refaire la même couleur. C'est ça, le problème, il vient de là, c'est que si on a de la difficulté à réaliser la couleur qu'on souhaite pour refaire la même, c'est qu'on n'a pas encore vraiment acquis cette facilité-là. Il faut continuer à travailler dans ce sens-là pour que ça devienne aussi évident, aussi facile que de faire du vélo. Hein, ben oui, c'est comme une recette. Hein. Quand tu es habitué à faire la même recette, c'est des gâteaux. En quelque sorte. Oh, oui. Là, on continue avec une personne qui, sur la vidéo astuce de peindre 7 trucs pour améliorer vos peintures. OK, donc ça, c'est une autre vidéo. Oui, c'est Suzanne Saint-Laurent. Bonjour Suzanne. Elle dit d'abord merci pour le partage de vos connaissances en peinture. Je peins depuis longtemps, mais pas de façon continue. Ma question, comment savoir si mon tableau est terminé? Des fois, j'en fais trop en pensant à améliorer mon tableau. Et le résultat devient médiocre. C'est vrai, ça arrive souvent. Ça arrive très souvent qu'on va trop loin, on veut améliorer, puis à un moment donné, on abîme le tableau, il était mieux avant. Vous savez, la première chose à faire, d'abord, c'est d'arrêter de peindre. Quand on se pose la question, est-ce qu'il est fini ou non, il faut arrêter de peindre, s'en détacher, on le regarde plus, on le laisse là, et on s'en va, on fait autre chose pendant plusieurs heures, plusieurs jours même, c'est encore mieux, puis là, on revient et on le regarde, et on se pose des bonnes questions, on se pose des questions techniques. Composition, harmonie colorée, détails, sujets, etc. Et c'est lorsqu'on se répond à ces questions-là qu'on va savoir si on a fini ou non le tableau. Et alors, justement, il y a une vidéo sur YouTube que j'ai déjà faite par le passé, il y a assez longtemps. Comment savoir quand le tableau est terminé? Comment savoir quand le tableau est terminé? Je vous mets le lien dans la description, sous la vidéo. Donc, ce sera comme le 2e lien. On continue sur une vidéo, comment obtenir un turquoise lumineux et vif que tu avais fait. Oui, ça c'est oui. Les turquoises, absolument, oui. OK, c'est Suzanne Lessard. Bonjour Suzanne. Elle dit bonjour René. Merci pour ce cours de couleur qui m'aide énormément. Mais c'est vrai, le turquoise, beaucoup de monde y essaye de le faire puis réussit. Je suis parti sur un petit peu ce modèle-là où je me suis dit, tiens, pendant quelques temps, je vais faire des vidéos sur les mélanges de couleurs parce que c'est on en parle tout le temps,
c'est un problème très récurrent qu'on rencontre, que les gens rencontrent quand ils font de la peinture, et ça peut facilement les aider plutôt que de partir dans des choses différentes un peu partout en même temps. Ça fait un petit peu plus classé aussi. Et je vais en faire encore 2 autres sur la couleur, puis on va passer à autre chose après. Ouais. Elle demande, pourriez-vous m'expliquer la différence entre le bleu phthalo nuance de rouge et nuance de vert? Et dans quelles circonstances précises doit-on les utiliser et peut-on se débrouiller seulement avec les nuances de rouge? Alors, puisqu'il y a la nuance de rouge et la nuance de vert, on va utiliser plutôt la nuance de vert. Moi, j'utilise surtout le bleu phthalo nuance de vert pour réaliser certains bleus, même des turquoises. Vous l'avez vu, quand je faisais les turquoises, c'est ça que je prenais avec un petit peu de jaune. On va utiliser pour obtenir admettons, des verts très forts, très, très vifs, très saturés. Si je le prends avec la nuance de rouge, alors attention, nuance de rouge, on s'en va un petit peu légèrement vers le cobalt, légèrement vers l'ultramarine, mais très, très, très loin. On reste quand même dans le bleu phthalo. Donc, c'est comme si on disait c'est un bleu phthalo. Donc, c'est un bleu verdâtre, n'est-ce pas? Et là, cette nuance de rouge vient casser le verdâtre un petit peu. Ça vient juste le rendre un peu moins verdâtre. On ne parle pas de rouge, on ne parle pas de violet. On parle d'un bleu qui est juste un tout petit peu moins verdâtre. On est même plus verdâtre encore que le cobalt, même si on a la nuance de rouge, vous voyez. Donc, on s'en va un petit peu du côté vert. Alors, la particularité d'un bleu, c'est qu'on va le vouloir plutôt verdâtre ou plutôt violacé, selon si on veut faire des violets ou des verts plus intenses, plus vifs. Donc, c'est pour ça que le nuance de rouge, moi, je m'en sers très peu. Très, très peu, parce qu'il est comme un petit peu en ambiguïté entre ce bleu-là et d'autres bleus qui existent aussi. Alors que dans le nuance de vert, c'est pas mal on s'en va vers le cyan, vers le bleu de base aussi, celui qui va nous servir à faire un petit peu tout. Voilà. Mais elle demande, est-ce qu'on peut se débrouiller seulement avec le nuance de rouge? Probablement, jusqu'à le seulement ça. Oui, mais si on veut faire des verts avec, c'est sûr que des verts très forts, ou le turquoise, vous avez vu que ça va juste un petit peu dénaturer, rendre la teinte moins vive, moins saturée. Voilà, parce que ce nuance de rouge, vert des verts, c'est complémentaire le rouge du vert, donc ça casse les verts. Voilà. Donc, oui, on peut s'en servir pour tous les bleus. On fait des très beaux bleus de ciel avec ça, mais même un bleu du ciel, hop, on va des fois rajouter une petite touche de brun, une petite touche de rouge ou d'orangé pour casser un petit peu la vivacité du bleu, parce que sinon c'est trop vif. À moins qu'on veuille faire des peintures un peu plus surréalistes, vous voyez, où ça ne représente pas le vrai bleu du ciel, mais qu'on va le dénaturer un petit peu. Sur la même vidéo, on a une autre question de Anne-Catherine Dubuis. Bonjour Anne-Catherine. Elle dit, concernant les verts et les bleus utilisés, s'agit-il bien de vert phthalo nuance de bleu Golden 1270, ainsi le bleu phthalo nuance de vert Golden 1255? Sûrement, les Golden, doucement, les numéros de peinture, je regarde pas ça. Moi, je regarde surtout les numéros de pigments derrière, le PB 15.3 par exemple, 15.1. Ça, c'est plus intéressant parce que les numéros, selon la marque, ils vont changer. Tandis que le pigment, lui, ça sera toujours le même qui est indiqué. Donc oui, il s'agit bien de ces deux, puisqu'on est en golden, les bleus phthalo, nuances de vert et nuances de rouge. C'est bien ça, oui, il n'y a pas de problème. On continue sur la vidéo, éviter cet additif avec la peinture à l'huile que tu avais fait. Oui, c'était l'huile de lin d'ailleurs. OK, oui. C'est Sud4KI1. Bonjour Su. Bonjour, Sud4. Oui. Je pense me lancer avec le liquin du coup. Ce serait plus simple pour une débutante comme moi. Elle demande, est-ce que c'est toxique, dangereux en intérieur? Le liquin est classé par le fabricant comme un produit non toxique. Non. C'est écrit non toxique, mais c'est certain que ça contient un petit peu de solvant. C'est ça le liquin. Ah oui, c'est sûr, je regarde. Ça contient un petit peu de solvant, il faut pas le boire, il faut pas le consommer. Ah non, puis c'est épais. Et donc, il y a toujours, c'est sûr, un petit peu de toxicité. Il est recommandé de l'utiliser dans une pièce bien aérée, tout ça. Si c'est pas le liquin, ça va être les autres produits que vous allez utiliser en peignant, comme la térébenthine ou le white spirit ou le diluant à peinture qui va générer des vapeurs que vous allez respirer. Donc, dans tous les cas, même la peinture elle-même, le tube que vous avez ouvert, que vous avez mis sur la palette et la peinture appliquée sur la toile, va avoir un tout petit peu de toxicité. Veut pas, quand on respire ça beaucoup et longtemps et tous les jours, ça peut finir par peut-être générer des problèmes de santé.
Certaines personnes, oui, d'autres non. On est tous différents aussi. Donc, si vous voulez vraiment être sûr et vous protéger, de ne pas avoir aucun risque, ben, on peint dans une pièce bien aérée, bien ventilée, ou bien sinon, on met comment on appelle ça, un purificateur d'air. Ouais. Purificateur d'air avec un bon filtre. Ouais. On se met près d'une fenêtre, on ouvre un petit peu. Tout dépendant, s'il fait pas moins 30 chez eux. On met en marche la haute aspirante de la cuisine ou une extraction. On essaye des petits trucs, mais un ventilateur. On essaye des petits trucs pour renouveler l'air dans la pièce le mieux qu'on peut, sans devenir fou non plus. Ouais. Ben, de toute façon, le gars, il n'a pas de tête de mort comme lui. Lui, il a une tête de mort dans Oui, ben oui, c'est ça. Oui. C'est plus peut-être si tu le bois, tu vois, c'est marqué poison. Hein. Ouais, faut pas le boire, mais moi, je pense que lui aussi, si tu le bois, là, ça devrait pas faire du bien non plus. Ça va te faire briller l'intérieur de l'estomac. Hein. Avec la même personne, elle demande sur la vidéo peindre à l'huile, 17 astuces pour les débutants en peinture à l'huile. Oui. La même personne, suite, elle demande, j'ai vraiment envie de me mettre à la peinture à l'huile. J'ai acheté un magnifique coffret Rembrandt. Seulement, j'ai quelques inquiétudes. Je ne comprends pas tout à l'utilisation du white spirit et du médium à peindre. Et je vis dans un appartement. Je pratique dans un coin de mon salon et j'ai peur que quand j'entends une pièce ventilée, est-ce que je peux peindre sans risque dans une pièce de 30 mètres carrés? C'est toujours pareil, 30 mètres carrés, c'est quand même assez grand. Hein. C'est comme un grand salon, une grande salle à dîner. Non, c'est plus grand qu'ici, là. Oui. Ici, ça doit être, je sais pas moi, 5, 4... On vous dit pas, mais on est dans un garde-robe. Ici, c'est sûr, c'est 4, 3 fois 4, 12, 15. Allez, on va dire 15 à 20 mètres carrés maximum ici. Gros maximum. Oui. Et oui, je peins ici, dans cette pièce-là, d'habitude. Mais on ne peint pas non plus 40 heures par semaine. Ben, il y a un petit peu timbré quand il monte en haut, je vous avertis, là. Ben, c'est ça, pour oublier ça. Pour faire passer ça, des fois, un petit verre de vin rouge, ça aide aussi. Non, donc c'est ça, il faut que ce soit ventilé. Vous savez, vous avez les diluants à peinture, solvant, essence de térébenthine, white spirit. Moi, je vous dirais que le white spirit, c'est peut-être un des plus nocifs. Allez-y plus avec l'essence de térébenthine désodorisée, modifiée. Oui, ça sent fort. Et il faut pas croire que parce que ça sent fort, c'est plus nocif. Et non, parce que ça sent, il y a un parfum dedans. Puisque là, vous avez un produit qui a aucune odeur. On peut l'ouvrir, sniffer, ça sent rien, mais ça ne veut pas dire que c'est pas nocif, c'est peut-être plus nocif encore. L'odeur, c'est une chose, la volatilité et la toxicité d'un produit, c'en est une autre. Vous voyez, c'est pour ça d'ailleurs que le gaz propane, ils l'ont parfumé d'une mauvaise odeur, sinon on ne le sentirait pas lorsqu'il y a une fuite de gaz, on pourrait s'intoxiquer, mourir ou faire exploser une maison parce qu'il n'y a pas d'odeur. Donc c'est pareil, là il n'y a pas d'odeur, mais par contre c'est très fort. Donc voilà, moi je pense que l'essence de térébenthine, pour moi, personnellement, je pense que c'est le meilleur diluant au niveau de la santé. C'est une essence, bien sûr, mais d'origine végétale. Alors que ça vient du pétrole. Donc, après ça, c'est chacun ses goûts. Hein. Il y en avait aussi, quand on était à l'atelier, j'avais un diluant comme ça qu'on achetait chez Dessert, je pense. Le gros, là. Ou chez H&M, qui était, il était parfumé aux agrumes. C'est juste un parfum aux agrumes. C'est à base d'essence, de pétrole, et c'est nocif. Donc, il faut faire attention. Ça cache parfois des choses. Alors, si vous prenez juste de la térébenthine pour nettoyer le pinceau, uniquement du liquide pour peindre, vous n'avez pas besoin de faire vos mélanges, huile de lin, diluant, tout ça. C'est plus simple, c'est plus rapide, plus facile, et certainement moins toxique aussi. Toujours une ventilation, c'est bien. OK, on continue avec Martin Damé. Oui, parce que j'ai dit que j'allais vite. C'est pour ça, faut que là, je vais donner des coups de pied. Là, dire, hey. On se dépêche. Okay, bonjour Martin. Martin. Je peins à l'huile et je ne fais pas de glacis car la peinture à l'huile est transparente. Mais en utilisant le gras sur maigre, on s'aperçoit qu'il n'y a plus d'accroche de la peinture quand c'est trop gras. Il manque plus d'adhérence. Oui. On peut peut-être utiliser du liquide, mais comment faisaient les anciens pour faire adhérer des glacis à l'huile de plus en plus gras? Ben, je vous dirais que avant, à l'époque, comme aujourd'hui encore, on peut le faire, c'est de rajouter un petit peu de vernis, un tout petit peu de vernis d'amarre dans votre huile de lin que vous utilisez pour faire le glacis. Ça va le rendre un peu plus adhérent et moins glissant.
Ce qu'il faisait à l'époque, vu que c'était que de l'huile de lin et c'est très long à sécher, vous le savez, si vous attendez un séchage presque complet, presque, pas complètement complet, c'est-à-dire que le glacis qui vient d'être posé est encore un petit peu collant. Ah, c'est collant, donc il y a une meilleure adhérence. Ça ne glisse pas autant que si c'était complètement sec. C'est comme ça qu'ils faisaient, ils attendaient le meilleur moment, le bon moment pour repasser une nouvelle couche de glacis au bon moment pour que ça adhère encore. Mais aujourd'hui, avec les produits qu'on a, si vous faites tous vos glacis avec du liquin, il ne doit pas y avoir de problème. Si vous avez des problèmes d'adhérence, il y a toujours la possibilité, d'appliquer un vernis à retoucher qui n'existait pas à l'époque. Vernis à retoucher, donc, qui est fait pour faciliter la reprise du travail et rendre la toile à nouveau adhérente aux nouvelles couches, ou bien rajouter un tout petit peu de vernis d'amarre dans votre huile de lin au moment de faire vos glacis, ça va le rendre un peu plus collant. On continue par Claire Dupont. Bonjour Claire. Bonjour Claire. Faut-il faire une préparation spéciale pour corriger une ancienne toile? Certains humidifiant avec de l'huile de lin et de l'essence de térébenthine. Qu'en pensez-vous? Alors, c'est sûr que là, on tombe encore dans un processus un petit peu comme de restauration. Il faut toujours savoir qu'est-ce qu'il y a eu avant. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est ce tableau-là? Depuis quand il a été peint? Est-ce que c'est à l'huile ou à l'alkyd ou autre médium? Je ne sais pas. Combien d'années? Donc, il faut toujours faire des tests et des essais ici et là. Mais comment la préparer? C'est ça qu'elle demande. Comment la préparer avant de peindre? Ouais. Donc, effectivement, si on passe un mélange de térébenthine et d'huile de lin sur l'ensemble de la toile, ça va, comme on l'a dit précédemment pour les glacis, ça va faciliter la reprise du travail. Mais attention, faut pas faire ça par-dessus de la saleté ou de la poussière. Faut nettoyer avant. Tu sais, c'est un petit peu de travail d'abord, de recherche. Savoir qu'est-ce qu'il y a eu, comment l'ancienne toile, préparer la toile pour recevoir la nouvelle peinture. Et puis après ça, aujourd'hui, là, un bon nettoyage, peut-être avec un petit peu de térébenthine légèrement pour enlever la poussière, tout ça, mais sans forcer, vraiment, on ne veut pas décaper. Et après ça, pourquoi ne pas repeindre au liquin? Et comme ça, vous allez avoir une bonne adhérence, un produit qui est finalement nouveau par rapport aux peintures de l'époque et qui va garantir une bonne conservation, un séchage rapide, etc. On continue avec Soniam. Bonjour Soniam. Bonjour Soniam. S'il vous plaît, pour les grandes surfaces, pourquoi utilisez-vous un petit pinceau? Ne serait-il pas plus facile d'utiliser un pinceau plus large et de travailler aussi par petite surface, mais plus large? On peut. Oui, on peut. Je sais pas quel tableau c'est. Je sais pas moi non plus. On peut tout faire. On peut prendre un gros pinceau, un petit pinceau. Si je peins avec un pinceau de telle taille, c'est parce que j'ai envie, parce que ça va m'aider à donner ce style impressionniste, peut-être faire ces petites taches dans le ciel, ces petites taches partout, parce que je veux qu'il y ait ces petites taches-là. Je pourrais très bien prendre un gros pinceau bien large et puis aller avec des grands coups. Ça va donner un autre style, un autre fini à la toile, à la peinture. Moi, j'aime bien quand on voit mes touches, mes coups de pinceau. Et voilà, donc c'est mon choix. Mais sachez quand même que si je prends un petit pinceau, bien souvent, c'est pas pour faire des petits détails, c'est pour donner une touche et un style. Et par rapport à la taille des détails, je préfère toujours peindre avec un pinceau un petit peu plus gros que ce qu'il faut, de manière à pas rentrer trop fort dans le détail. À moins qu'on veuille faire un tableau, une peinture photoréaliste comme le citron. Vous avez vu le citron? Oui, c'est vrai. Dans ce sens-là. Voilà le citron. Voilà donc une peinture. Je ne voudrais pas que ça brille trop parce que vous voyez les vernis, un vernis à retoucher. On le voit. Une seule couche, ça brille un petit peu parce que j'ai peint avec beaucoup de liquin. Voilà une peinture, ça fait partie d'un cours qui va être sur la formation. La peinture, c'est facile. Un cours de peinture, on appelle ça photoréaliste, peinture à l'huile. Et donc, alors là, oui, j'ai utilisé un petit pinceau. Là, je peux vous dire que pour faire la texture de la peau du citron, ça a été long. Ah oui, je peux vous le dire. OK, on continue avec Dominique Floche. Bonjour Dominique. Bonjour Dominique. J'ai acheté une plaque de MDF en format 25/50, épaisseur 2,5 mm. Excusez. Pourriez-vous m'expliquer comment peindre sur ce matériel? Le MDF, c'est ce que j'ai utilisé moi aussi pour peindre plusieurs tableaux, dont la Joconde. Elle aussi? Non, ça c'est une toile. Ah, une toile, okay. Oui, la Joconde, j'ai peint sur du MDF parce que je n'avais pas les planches qu'il a utilisées, Léonard de Vinci,
qui était du peuplier. C'était du peuplier, Oui. oui. Non, non, c'est ça. Donc, MDF, c'est très bien aujourd'hui. Alors, ben, écoutez, le MDF, c'est une matière bien lisse quand même déjà, mais quand même un petit ponçage léger. On applique 3 couches de gesso. On laisse bien sécher entre les couches et on ponce un petit peu entre chaque couche. Et vous allez avoir un support merveilleux, magnifique, très lisse, bien apprêté pour pouvoir faire votre peinture à l'huile ou à l'acrylique. Donc 3 couches de gesso, c'est bien parce que le MDF, ça boit, ça absorbe au début surtout. Et puis voilà, ne cherchez pas à mettre des couches épaisses, toujours des couches minces. Sinon, on va avoir des épaisseurs, des marques de pinceaux ou de rouleaux. Moi, je fais ça avec un petit rouleau. Et c'est parfait, ça va très très bien. On continue encore avec Martin Damé. Il y avait une autre question. Alors, rebonjour Martin. Bonjour et merci. Je peins à l'huile, mais vous ne parlez pas des retouches qu'on peut faire au pinceau sur un tableau peint au couteau à l'acrylique. Ensuite, vous ne parlez pas du gras sur maigre pour la peinture à l'huile au couteau. Est-ce que cette notion n'est plus obligatoire puisqu'il y a empattement? Oui, exactement. À partir du moment où, attendez, c'est pas parce qu'il y a empattement que je parle pas du gras sur maigre au couteau. C'est parce que j'ajoute un médium d'empattement. Si j'ajoute un médium d'empattement, ça n'est plus du tout l'huile de lin plus la térébenthine qu'on va appliquer couches successives de plus en plus gras pour respecter le gras sur maigre. Un médium d'empattement, c'est une résine. La plupart du temps, donc de l'alkyd aussi, donc ça va sécher très vite. Le but, c'est que ça sèche vite et que ça reste souple et élastique lorsque ça va être sec pour pas que la toile craque si jamais on la bouge un petit peu. Si vous faites de la peinture au couteau avec du plâtre, vous allez voir, une fois que c'est dur et c'est sec, ça va craquer. Donc ça, c'est vraiment fait pour que ça reste souple tout le temps. Alors oui, non, il n'y a plus de gras sur maigre. Donc si on vient retoucher au pinceau une peinture qui a été faite au couteau, moi je pense que le mieux c'est de rester dans le même médium, c'est-à-dire prendre de l'alkyd. Pinceau, peinture, alkyd sur une peinture au couteau qui est bien sèche au toucher. C'est quand on touche là qu'on n'enfonce pas le doigt à l'intérieur de la texture, de l'empattement. C'est assez sec, à ce moment-là on peut y aller au pinceau par-dessus, oui. On continue avec Dark Thibault. Bonjour Dark. Bonjour Dark. Dark, noir, Dark. J'ai beaucoup de mal à harmoniser les couleurs et à inscrire mon image dans une ambiance. Je travaille à la gouache. Cependant, avec une palette réduite, il m'a dit les primaires chaudes et froides, noir et blanc. Je voulais savoir si la couleur que nous allons utiliser dans tous nos mélanges peut aussi venir de mélange. La couleur d'harmonisation doit-elle obligatoirement venir du tube? Sur une de mes illustrations, j'utilise le violet comme couleur d'harmonisation que je fais avec un magenta et un bleu d'outre-mer. Et c'est plus difficile de varier la saturation ou la valeur, surtout dans les jaunes. Oui. J'espère que vous saurez m'éclairer. Oui, ça c'est une vidéo que j'avais faite à un moment donné où je pense que j'avais pris comme couleur commune pour harmoniser tout le tableau, c'était de l'ocre jaune, il me semble. J'ai fait un paysage où, donc j'avais dit, c'est l'ocre jaune que je vais utiliser pour harmoniser toutes les couleurs. C'est une technique parmi tant d'autres. Et donc, cet ocre jaune-là, j'en rajoute un tout petit peu dans toutes les couleurs. Celle du ciel, celle de l'eau, celle des arbres, les verts, les bleus, partout j'en mets un tout petit peu. Et cette petite touche venait harmoniser l'ensemble. Donc là, on parle du même cas. On est à la gouache, bon, parce que c'est de la gouache, ça changera rien par rapport à de l'huile ou de l'acrylique. On est en violet, alors le violet, on sait déjà que c'est une couleur qui est difficile à saturer, à la sortir très saturée lorsqu'on veut l'éclaircir surtout, la pâlir avec des blancs. Voilà. Maintenant, ça n'empêche rien qu'on peut prendre du violet et effectivement l'utiliser comme couleur d'harmonisation. Au contraire, c'est même très bien, surtout dans un paysage. Moi, je verrais très bien du violet, bien sûr, à mettre dans le ciel, c'est correct. On peut donc avoir un bleu un petit peu plus violacé, et puis on va le descendre, on va le réchauffer avec un petit peu de blanc, puis un petit peu de jaune dans le violet. Jaune, attendez, plutôt un ocre jaune ou un ocre orangé, un orange, qui va réchauffer le violet tout en le rendant pas vert, sans qu'il devienne vert. Et comme ça, on peut mettre ce violet un petit peu dans les verts du feuillage, on peut le mettre un petit peu dans les couleurs de l'eau, on peut en mettre un petit peu partout. C'est juste une couleur commune à toutes les autres, mais c'est pas un violet vif qu'on va chercher à faire avec ça. Bien qu'il peut y être à certains endroits un peu, il n'y a pas de problème. Donc il n'y a pas une couleur, je pense qu'il n'y a pas une couleur qui ne fonctionnerait pas. N'importe quelle couleur qu'on va choisir, qu'on va vouloir mettre un petit peu dans toutes les autres, pourrait fonctionner. Comme on pourrait faire des tableaux monochromes avec n'importe quelle des couleurs qu'on a sur la palette.
Mais attention, si ce sont des couleurs claires, je sais pas moi, admettons, je dis, tiens, je vais faire un tableau monochrome, mais avec du jaune. Je pourrais pas faire du foncé avec du jaune. Donc, comment je vais faire mes ombres? Ben, le jaune foncé, ben, à un moment donné, c'est quoi? Il deviendrait dans la gamme des couleurs, là, si on prend le cercle chromatique, comme l'orange foncé, l'orange, ça n'existe pas un orange foncé, mais l'orange en fonçant, ça devient des bruns, des marrons. Mais ce qu'il y a, c'est que ce marron-là, il peut être plus rouge ou moins rouge. Alors, plus rouge vers les oranges, rouge orangé, mais moins rouge. Il s'en va donc un petit peu plus verdâtre sur le cercle chromatique. Le jaune se trouve entre le rouge et le vert. Hein, donc, on va retrouver cette tendance-là dans les bruns. Une terre d'ombre naturelle va être plus verdâtre qu'une terre d'ombre brûlée ou qu'une terre de sienne brûlée. On continue avec Valérie Herman. Bonjour Valérie. Que pensez-vous de l'abstract de Sennelier? Alors, j'ai déjà utilisé. C'est quoi ça, l'abstract? Ben, c'est une peinture. Sennelier, c'est une marque. Abstract, c'est la gamme. Okay. Je me souviens, j'en ai plus. Ça fait longtemps que je l'ai fini. C'était comme des poches en plastique avec un petit bouchon qui se visse. Oui. Oui, je m'en suis servi surtout pour faire des peintures abstraites. Parce que je trouvais que c'était une peinture assez liquide. Voilà. Je la trouve super. Elle est couvrante, elle est opaque, elle est bien pigmentée, colorée. Très pratique, c'est ça que justement, si on veut faire des grands tableaux, des grandes surfaces. Non, c'est super. Moi, j'ai rien du tout contre cette peinture-là. Je m'en sers pas parce que justement, moi, j'aime bien la texture, la viscosité de la Golden. La Golden. Et pour moi, l'abstract de Sennelier est un petit peu trop liquide pour moi, mais sinon, elle est parfaite comme peinture, oui. On continue avec Boulou Yacouba. Bonjour Boulou. Bonjour Boulou. Comment harmoniser les couleurs dans la décoration d'intérieur? On harmonise les couleurs dans la décoration d'intérieur comme on l'harmonise dans du design d'une page, d'un catalogue, d'un site web, comme on harmonise les couleurs nos vêtements lorsqu'on s'habille. Oui, comme ça, là, regarde. Donc, il y a des règles. Hein, c'est là où je cherchais mon livre, je ne l'ai pas retrouvé là. Il y a des livres là-dessus sur les harmonies colorées. La couleur et ses accords, c'est un livre que j'ai déjà montré dans plusieurs vidéos. La couleur et ses accords, qui traite donc des harmonies colorées en peinture, donc pour faire des tableaux, mais aussi, on va voir ça en décoration, ça peut être aussi pour décorer de la vaisselle, par exemple, la peinture sur la vaisselle. Il y a tout, les tissus, l'ameublement, la décoration intérieure, ça comprend la peinture sur les murs, les portes, les dormants, tout ça, mais les meubles aussi. Ben oui. Toute la décoration, les coussins sur un fauteuil. Même les tableaux. Et les tableaux, bien sûr. Donc, et puis les sites internet, par exemple, aussi, les pages web, la création d'un logo. L'harmonie des couleurs, c'est ça, on parle des harmonies colorées. Ouais. Ça s'applique absolument surtout parce que ça fait passer des sensations, des impressions, ça fait passer des messages. Il y a des choses qui vont mieux que d'autres au niveau des assemblages de couleurs selon ce qu'on souhaite donner comme atmosphère, par exemple. On continue avec Jean-Charles. Bonjour Jean-Charles. Il dit bonjour René. J'ai découvert et adopté la gamme Rive Gauche de chez Sennelier qui cicative presque 2 fois plus rapidement qu'une huile classique. Coupée à l'alkyd, c'est très agréable à travailler. Connais-tu cette gamme? Et sinon, un essai en vaut la peine. Artistiquement, Jean-Charles. Non, je n'ai pas encore essayé la Rive Gauche de Sennelier. J'en ai beaucoup entendu parler, puis je pense que lors d'un prochain voyage en France, lorsque j'aurai pas mal avancé et presque épuisé mes Rembrandt, ben, je pense que je vais essayer celle-là. Vous savez, j'avais déjà essayé une peinture à base d'alkyd en France. Et d'ailleurs, mes tubes, je m'en sers plus. Je m'en sers. Je pense que je vais les jeter parce que ça sèche beaucoup, beaucoup trop vite. Effectivement, c'est terrible. C'est comme la Fastmate de Gamblin, qui est aussi à base d'alkyd. Dès qu'on est un petit peu en été en France, dans le sud de la France, là, c'est inutilisable. Ça sèche beaucoup, beaucoup trop vite. Donc, la Rembrandt me convient très bien. Un petit peu d'alkyd, là, c'est merveilleux, c'est très très bon, pas besoin d'avoir des peintures qui sèchent très vite. Mais effectivement, celle-là, j'aimerais ça l'essayer. La prochaine fois qu'on ira en France, je pense que je vais acheter un ensemble de couleurs pour le tester. Oui, ça me fait penser donc un peu à la Gamblin, hein, parce que la Gamblin sèche plus vite que la peinture à l'huile normale, par exemple la Rembrandt, parce que c'est une peinture qui est à base d'alcali. L'alcali, lorsqu'on met de l'alkyd, alors là, ça sèche très vite. Ça, c'est sûr, je peins aujourd'hui, demain, c'est sec.
On continue sur la vidéo, comment réussir vos mélanges de couleurs en 3 étapes. Oui, OK, oui. OK. C'est Sylvie Bénard. Bonjour, Bonjour Sylvie. Sylvie. Bonjour René. Je viens de visionner cette vidéo. La méthode par elle-même est super, mais je pense que des petites retouches. Mais quand on doit faire une deuxième couche sur un format assez grand, comment on fait? On est obligé d'appliquer cette méthode, mais avec ces grosses quantités de peinture, et là, on se retrouve avec de gros pâtés sur la palette. Mais en fait, voilà, ce que j'ai montré, c'est pour... d'ailleurs, c'est la vidéo dont je parlais. Vous allez avoir le premier lien dans la description sous la vidéo. C'est cette vidéo gratuite, donc de cours de couleur. Ça, c'est en 3 étapes. Hein. La méthode de mélange de couleurs restera toujours la même. Mais la quantité, c'est sûr, quand on fait des tests, moi je fais des tests, je cherche ma couleur avec des petites quantités. Parce que si je commence à en faire trop, Tu gaspillerais. c'est parce que corriger une couleur avec une autre pour obtenir la bonne, si j'en ai beaucoup à corriger, il faut que j'en mette beaucoup. Et ça devient exponentiel, là. Le tas, il va grossir, grossir, grossir. Donc, je préfère faire des petites quantités juste pour apprendre à faire cette couleur-là. OK, je sais qu'il me faut un peu de celle-là, un peu de ça, plus de ça que de ça, et je sais comment le faire. Là, maintenant que je sais, je vais pouvoir en faire des grosses quantités, une plus grosse quantité. Et pareil pour la vidéo de mercredi passé, quand je dis ce qu'il faut ne pas faire pour éviter, enfin, ce qu'il faut faire pour éviter le gaspillage, c'est pour faire des petites quantités, ne pas se retrouver avec des gros tas de peinture qu'on ne sait plus quoi en faire. Mais si je sais quoi en faire de ce gros tas de peinture, si j'en ai besoin de plus, je peux en faire plus là. Je ne suis pas limité toujours à une petite quantité. On peut en faire plus, bien entendu. Et à ce moment-là, on va faire la quantité nécessaire en fonction de ce qu'on a à peindre sur le tableau. Mais, comme on m'a dit précédemment que c'est difficile de refaire exactement la même couleur pour une autre couche ou autre, tant que vous peindrez de manière très lisse, très uniforme, vous aurez toujours des problèmes pour retrouver la même couleur, faire des retouches, faire des corrections, avancer dans le tableau. Si vous peignez un peu comme le faisaient les impressionnistes, où tout votre tableau n'est fait que de petites touches, de légères modulations, que c'est jamais uniforme, que vous avez toujours des petites touches partout, même si vous n'arrivez pas à refaire exactement la même couleur, si vous en manque, vous devez la refaire, vous aurez jamais ce problème-là parce que cette couleur que vous venez de refaire, qui n'est pas exactement la même que les autres, vous allez mettre des petites touches. Mais cette couleur que vous venez de faire là, qui est une couleur uniforme là, vous allez devoir la moduler toujours, c'est-à-dire remettre un petit peu de cette couleur-là que vous avez utilisée, puis un petit peu de celle-là, et un petit peu de celle-là. Admettons, vous faites un violet, vous mettez du jaune, du bleu, du rouge et du blanc. Parce que vous l'éclaircissez un peu. Ben, des fois, votre violet, mettez un petit peu plus bleuté, un petit peu plus blanc, un petit peu plus rouge, un petit peu moins de blanc, un petit peu plus de blanc, un peu plus de bleu, un peu plus de rouge. Et comme ça, vous faites un petit mix de plein de petites couleurs se rapprochant les unes des autres et vous peignez avec ça au lieu de peindre avec une couleur qui est lisse et uniforme sur la palette. Si vous me regardez peindre, vous verrez que je fais jamais ça, de peindre avec une couleur qui est lisse et uniforme sur la palette. Et ça me donne tout plein de liberté sur ma toile. Et aussi, donc, on a beaucoup plus de droit à l'erreur finalement. Et le tableau, ben, il est plus beau, tout simplement parce qu'il n'y a pas les erreurs dessus, je pense. On continue sur la vidéo comment faire des noirs sublimes avec des mélanges simples en peinture. Oui. Mais ça a été un buzz, hein? Il y a eu beaucoup de monde qui était Attends, j'ai pas fini avec les noirs. Non? OK. Ah oui, oui, c'est vrai. Je vais en faire une. Elle n'est pas tournée encore. Je vais en faire une autre pour mercredi sur les noirs. Là. Oui, pour répondre à une personne. OK, il y a 3 personnes qui ont posé des questions. On commence par Daniel Blas. Bonjour Daniel. Il dit, quand il était enfant, j'ai entendu dire que le blanc et le noir n'étaient pas des couleurs. C'est vrai, c'est pas des couleurs. Qu'en est-il? Mais non, c'est pas des couleurs. Le jaune, le rouge et le bleu sont des couleurs. Et avec ces couleurs-là, on peut faire toutes les autres. Et effectivement, on peut faire du noir aussi. Mais quand on dit le noir, c'est pas une couleur, c'est comme une absence de couleur. En fait, si on part du principe que tout ce qui est en couleur, cette tasse qui est rouge là, elle reçoit la couleur, tous les rayons, tout le spectre de la lumière, et elle réfléchit le rouge, donc elle absorbe les autres couleurs. Si vous voyez cette table blanche, c'est parce qu'elle reçoit tout le spectre coloré de la lumière et elle réfléchit toutes les couleurs, tout le spectre. Mais est-ce que c'est noir? Elle reçoit toutes les couleurs de la lumière et elle n'en réfléchit pas. Elle absorbe, elle réfléchit rien. Donc, vous le voyez noir. Donc, c'est l'absence de couleur, l'absence de réflexion.
Ouais. Mais le noir n'est jamais parfait, le noir n'est jamais absolu. Il y a Non. des brillances, il y a un petit peu des lumières, il y a Mm. des reflets, donc le noir prend des couleurs. Mm. Donc ça n'est plus vraiment du noir. Mais du noir noir, comme on le sort d'un pot, d'un tube, effectivement, ça n'est pas une couleur. Et le blanc non plus, pour la même raison, le blanc, c'est blanc. Donc on va simplifier ça comme ça. On continue avec Mireille Clodon. Bonjour Mireille. Bonjour Mireille. J'ai une question au sujet des tubes d'acrylique en métal, car je me suis intéressée à la gamme New Master Old Holland et je suis tombée sur un avis d'utilisateur qui avait des problèmes de conservation avec des tubes en métal. OK. La peinture sortait salie du tube, jaune avec des traces de noir, ou même faisait de la mousse et devenait inutilisable. Est-ce que tu as déjà constaté ce type de problème de conservation avec des tubes métalliques? Première question. Ce que j'ai constaté assez souvent avec des tubes métalliques, oui, c'est que le métal lui-même, qui est certainement, je sais pas, je pense de l'aluminium, le métal lui-même laisse sa propre couleur sur de la peinture. Par exemple, une peinture blanche, lorsqu'on la sort du tube, des fois, on peut avoir un petit peu de gris légèrement autour, et ce gris, c'est le tube, c'est le métal. Mais j'ai beaucoup de peintures en tube, donc j'en ai de la Old Holland, New Master de Old Holland, comme j'ai aussi d'autres peintures, soit à l'huile ou à l'acrylique, avec des tubes en métal, mais je n'ai jamais eu de problème grave où la couleur est vraiment trop salie, ou même que ça mousse, je n'ai jamais vu ça, non. Non. Mais elle dit que, alors, visionnez à nouveau la vidéo de test de cette gamme d'acrylique que tu avais trouvé d'excellente qualité. Oui. Mais j'hésite à les acheter à cause de ce souci de conservation, car je n'utilise pas des quantités et mes tubes durent. Oui. Généralement assez longtemps et en plus, je les transporte dans un sac pour aller à mes cours. Avec les tubes en plastique, le transport en position verticale, bouchon en bas, ne pose pas de problème. Oui. Aurais-tu des conseils? Je sais pas trop, non. Mais par contre, il y a quelqu'un qui regarde la vidéo sûrement aujourd'hui qui m'avait justement suggéré la New Master de Old Holland, au moins de l'essayer, ce que j'ai fait d'ailleurs, et qui pourrait peut-être répondre à cette question-là Ben oui. dans les commentaires sous la vidéo. Je sais pas si c'est pas d'ailleurs, c'est pas Jean-Loup Baquet peut-être ou Tantôt. je me rappelle plus. Excusez-moi, je me rappelle plus c'est qui. Ça fait longtemps quand même. Mais oui, ça nous avait été conseillé. Je cherche des noms. Ben, la personne, elle va se reconnaître. Oui, mais c'est quelqu'un qui nous écrit souvent, qui met beaucoup de commentaires sur les vidéos. Christian Bâtard, il y a. Non. Non. Ben, quelqu'un, s'il nous écrit souvent, il va regarder puis il va pouvoir lui dire comment. Je perds un peu la mémoire, c'est l'âge. Il faut me pardonner. Oui, il faut me pardonner. Parfois, le matin, là, il se lève et dit, t'es qui, toi? OK. Une autre question sur la même vidéo. François Babouot. Même le matin, je pensais que c'était Marilyn Monroe. Oh mon Dieu, exagère pas, là, je suis pas blonde, là. Moi, t'es Brad Pitt. Non, c'est Bad Pitt. Bad Pitre. OK, on continue avec François. Bonjour, François. Bonjour, François. Il dit, j'ai remarqué une chose sur votre utilisation des médiums pour éclaircir une teinte, tout en gardant sa luminosité. Oui. C'est la trace de la touche du pinceau bien... Oui, il manque... attends. La touche du pinceau bien plus. Bien plus visible, excusez, que d'habitude. Le cas d'utilisation du blanc pour accentuer ou diminuer cet effet. Excusez parce qu'il y a des fautes. D'habitude, c'est moi qui fais les fautes. À la place du P. Oui. Diminuer cet effet, l'utilisation de pinceau avec une touffe avec un poil plus ou moins dur ou simple, c'est la solution pour modeler cet effet. Pouvez-vous me confirmer cela? Oui, alors c'est ça. Je comprends la question parce que je l'ai lu avant et puis je me rappelle, le cas. C'est quand j'ai montré, par exemple, je pense, pour faire des violets, je pense, pour les éclaircir, au lieu de rajouter du blanc et me retrouver, ou une autre couleur, me retrouver avec une couleur qui a été désaturée par le blanc, j'ai montré comment on pouvait l'éclaircir simplement en utilisant la technique du glacis. Donc, j'ai le blanc de la toile et cette couleur, je l'applique par transparence avec du liquin. Donc, je fais un glacis sur du blanc, ça fait une couleur plus claire, mais saturée. Et effectivement, à partir du moment où on fait des glacis, c'est transparent, donc les coups de pinceau vont se voir. J'ai fait ça rapidement et très vite, mais on pourrait très bien, effectivement, avec un pinceau, par exemple, en soie de porc, un éventail,
J'en avais pris un tantôt à la main, comme ça, là. Hop, voilà. Pinceau éventail en soie de porc. Vous venez juste fondre un petit peu vos touches de pinceau, puis ça devient lisse et uniforme. Si on voit plus les coups de pinceau, ça va être... on verra plus les traces qu'on voit ici, les points. C'est beau, les coups de pinceau, ben oui. Ben, oui. pas trop prononcé. Et aussi, alors, ben justement, quand j'ai fait le citron, là, je vais vous montrer ici, là. On le voit certainement plus maintenant, mais on le voit un petit peu. Tu vois un petit peu les lignes là, tu les vois les lignes? Voilà. Vous les verrez pas. Non, ici, j'ai un petit peu des lignes verticales, un petit peu parce que mes premiers glacis, mes premiers lavis plutôt, glacis aussi, parce que c'était des lavis, mais avec du liquin. Ici, j'ai donné des coups de pinceau assez verticaux. Et après, à chaque fois que j'ai remis des couches dessus, parce que je travaille au glacis aussi, ça l'a caché, mais on le voit encore un petit peu, mais ça l'a caché. Donc, si on multiplie les glacis, les couches de glacis, ça va finalement un petit peu cacher une texture, ça va cacher des traces comme ça de pinceau, comme ça peut aussi cacher les restants d'une trace de quadrillage, de mise au carreau, par exemple. On va en parler, je pense, plus loin. Ouais. On continue avec la vidéo « Peindre en valeur, haute cours de peinture gratuite ». Il y a 2 personnes qui ont posé des questions. En valeur haute, oui. Oui, en valeur haute, excusez. C'est Nadine Modica. Bonjour Nadine. Votre bonbon est super. Ah, c'est sur les bonbons, là. Et la technique des couleurs changeant avec la clarté. Non, en fait, peindre en valeur haute, ça, c'était un paysage que j'avais fait en valeur haute. Mais les bonbons, je ne sais pas, peut-être qu'elle a vu ça dans une autre vidéo ou qu'ils étaient là, tu sais, ou qu'on l'avait montré, je ne sais plus. En tout cas, mais bon. Par contre, je me demande si j'exerce cette méthode avec la peinture à l'huile. Les couleurs ne vont-elles pas se contrarier? En tout cas, merci pour ce cours très enrichissant. Non, que ce soit à l'huile ou à l'acrylique, c'est toujours la même chose. Peut-être que à l'huile, ce qui peut arriver, c'est que des couleurs se mélangent parce que on n'a pas laissé sécher entre les couches. Parce que souvent, effectivement, quand je fais des petites démonstrations comme ça pour des vidéos YouTube où je veux que ça aille vite, j'utilise beaucoup l'acrylique parce que ça va vite et ça sèche vite et je peux revenir de suite dessus. Si vous le faites à l'huile, n'hésitez pas à laisser sécher avant de revenir dessus si vous voulez pas que les couleurs se mélangent et se fondent entre elles. Voilà, c'est un petit peu la différence entre l'huile et l'acrylique lorsque je fais des démonstrations comme ça et que je vais très vite, oui. On continue avec Jane Yvette Lampe. Bonjour Jane. J'ai pas pu terminer un tableau. Je suis retournée sur mes cours quelques mois et maintenant, je me sens capable de continuer. Mais le problème, comment je reprends? J'étais à l'huile avec du liquin. Comment je fais? Est-ce que je vais direct avec le liquin? C'était un mélange d'huile et de liquin. Oui. J'étais à l'huile, en huile avec du liquin. En huile avec du liquin. Oui, pareil. Continuez quelques pareil. Mois plus tard, oui. Oh oui, ben oui. Le liquin, ça sèche quand même assez vite. Quelques mois, c'est bon, c'est sec, là. Oui. Faites, vous reprenez le tableau comme si vous veniez d'arrêter de peindre là. Continuez pareil, de la même manière. Surtout avec le liquin. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de danger, ça sèche vite. OK, on continue sur la vidéo 10 façons de créer des bruns profonds et nuancés pour vos peintures. Oui. On a 2 questions. Oui. La première, c'est Henri Retcher. Bonjour Henri. Êtes-vous bien sûr d'avoir fait votre verre avec du rouge et du jaune, car vous n'aviez pas de vert clair? Non, j'ai pas fait le vert avec du rouge et du jaune, avec du bleu et du jaune. Ah, OK. Je sais pas si j'ai dit du rouge et du jaune dans le... ça m'est arrivé plusieurs fois de faire des petits lapsus comme ça. Ça m'est déjà arrivé. Et puis, je m'en aperçois après, effectivement, même après le montage. Je dis, oh, mais qu'est-ce que j'ai dit là? Je la visionne la vidéo. Je dis, mais tu sais, il y a une logique aussi, on le comprend. On fait le vert avec le jaune et le bleu, pas le rouge pas le jaune et le rouge. Ça ferait de l'orange. Donc, c'est du bleu, oui. Ouais. On continue avec Marie-Simon. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Je réécoute votre vidéo avec plaisir. C'est si instructif. Pourriez-vous dire quelle est la différence entre le noir d'ivoire et le noir de charbon que vous utilisez là, ainsi que dans d'autres vidéos? Et pourquoi ce choix? D'abord, le choix, c'est parce que c'est le noir que j'avais là. Je m'en sers très peu du noir, je m'en sers jamais. C'est rare. Et alors, j'en ai un petit peu. Pourquoi? Parce qu'on a dû en avoir besoin à un moment donné pour faire des peintures abstraites ou pour peindre le contour d'une toile. Fait que j'ai un gros pot de noir acrylique qui me date depuis quand on avait l'atelier. Ça fait longtemps. Il est encore bon? Oui, il est très très bon. Oui.
Bon, on en avait un autre avant, mais il y a Carole qui Non, l'a... c'est pas Caroline. Carole. Caroline. Non, c'est Joanne. Non, non. Ah, c'est Caroline qui avait Caroline fait qui ça. l'avait renversé, ça avait pitié partout Ah sur les oui. murs. Ah Si oui. jamais elle regarde la vidéo, elle va rire. Mais donc, on l'a remplacé. OK. Là, tu sais, 1 kilo de noir, là, qui pouf. Bon. Donc, alors, voilà, j'ai du noir parce que je l'ai. Donc, j'ai pris celui que j'avais, en fait. Alors, la différence entre noir d'ivoire et noir de charbon, c'est ça? Oui, c'est ça. Ben, le noir d'ivoire, il est plus opaque, il est plus utilisé souvent en peinture que le noir de charbon. Il est peut-être un petit peu plus moins opaque, un peu plus transparent. Noir de charbon, c'est fait avec du charbon du fusain. On écrase du fusain, des végétaux brûlés, écrasés pour faire le pigment. Alors que le noir d'ivoire, c'est de l'os, c'est plus de l'ivoire. On tue plus les éléphants là. C'est de l'os qui a été brûlé, donc une matière qui est blanche, qui devient noire et qui va être broyée, utilisée. Donc c'est un noir plus riche, plus fort que le noir de charbon. Voilà. Les teintes sont un petit peu différentes aussi, mais le noir d'ivoire, il peut être des fois il peut être plus chaud, des fois un petit peu plus bleuté. OK. On continue avec la vidéo, le cours de peinture, comment faire une mise de carreau. Oui. Oui, OK. On a une personne. Attends une minute, je vais voir. Oui, seulement une personne. C'est Martine Bourche. Martine. Bonjour Martine, excusez. Hein. Je veux pas vous décomposer votre nom. Elle dit, mais comment enlève-t-on le quadrillage pour qu'il soit le moins visible à peindre? Parce qu'on fait une mise au carreau, c'est sûr que ce que je fais moi, je vais essayer d'effacer le maximum les lignes de quadrillage sans abîmer le dessin, surtout si c'est un dessin qui a été fait très précis, là, on ne veut pas l'abîmer. Donc, mais il en restera toujours de la mise au carreau. Alors déjà, il faut faire la mise au carreau avec un outil de dessin qui va moins marquer que le reste, peut-être Un fusain. Un crayon de couleur, un crayon bleu non photo, tu sais, n'importe quel outil en évitant le noir, le crayon gris, le crayon de... Ah, je sais, celui que tu dis avec les manches oranges, là. C'est cela, charbon. Oui. C'est le noir de charbon quasiment. Graphite. Le graphite, voilà. C'est quasiment pareil. OK. Donc, attends. Oh, donc, après ça, ben, ce qui reste, on efface du mieux qu'on peut, mais surtout, ce qu'il faut, ben, après, c'est caché par les couches de peinture. Donc, si vous voyez que votre quadrillage est toujours visible après avoir appliqué vos couches de peinture, c'est que peut-être il en manque de la peinture. Tu sais, il faut être généreux en peinture. Donc, c'est là où peut-être qu'il va falloir travailler peut-être un peu plus. Et moi, ce que je suggère souvent lorsqu'on fait une mise au carreau, c'est... donc, ça veut dire qu'on va avoir un dessin précis. Ça peut être pour des personnages, des visages ou autres. Pourquoi ne pas utiliser d'abord une technique où je vais faire ma première couche en noir et blanc, en monochrome, en opacité. Ah, opacité, ça veut dire que ça va effacer la mise au carreau, ça va la cacher. Et une fois qu'on on appelle ça une détrempe. On appelle ça une détrempe. Avant, ça se faisait à l'œuf. Aujourd'hui, on peut le faire avec de l'acrylique, de l'huile ou autre. Et une fois que c'est bien sec, on va appliquer les couleurs. Et là, si on aime ça travailler avec transparence, parce que si on a un problème avec la mise au carreau, qui est toujours visible, c'est qu'on travaille assez transparent. Donc à ce moment-là, la transparence pour donner la couleur avec des glacis colorés. On en a fait des exercices comme ça. Vous en avez un dans les vidéos YouTube, là, une nature morte en plusieurs étapes. Excuse-moi, c'est Maya. Maya qui nous appelle encore. Bébé. OK, on continue sur la vidéo « Comment faire du beige ». Oui, comment faire du beige. Une personne, c'est Valentin. Bonjour Valentin. Bonjour Valentin. Je me demande comment faire pour éclaircir ou foncer le beige. Pour éclaircir, j'imagine qu'il faut rajouter du blanc, mais pour foncer, je ne sais pas. Ben, en fait, lorsqu'on fait du beige, c'est qu'on part d'une couleur foncée, puis on l'éclaircit pour faire du beige. Hein, on a fait des oranges, on a fait des marrons auxquels on rajoute du blanc, puis ça fait du beige. Donc, si on l'éclaircit pas, on a le beige foncé. Donc, souvent, les beiges, ce sont des marrons plus clairs, éclaircis bien sûr avec du blanc, mais ça peut être éclairci avec un ocre jaune, un jaune de Naples, un beige, ça peut être un beige plutôt rougeâtre ou plutôt jaune, plutôt grisâtre, c'est un beige. Il n'y a pas un beige, ça n'existe pas un beige, il y en a plein des beiges possibles. C'est vrai. Coquille d'œuf, c'est un beige très clair, n'est-ce pas? Un jaune de Naples, c'est un beige.
Et regardez les jaunes de Naples, allez-y dans le magasin de matériel d'artiste. Ils sont classés. Achetez-les tous. Et vous allez mettre sur votre palette, il n'y en a pas deux qui ont la même couleur. Ils ont tous des couleurs différentes parce que ce sont des mélanges de pigments qu'il y a dans ces tubes-là. Donc, en voilà des beiges. Alors, les éclaircir avec des couleurs plus pâles, les éclaircir avec du blanc, les foncer avec les couleurs qui l'ont composé, qui sont plus foncées. Je pense que c'est pas mal ça la solution. OK, on continue sur la vidéo. Comment bien choisir ses toiles d'artistes pour vos tableaux? Oui. OK, c'est une personne, c'est Matt. Il s'appelle Matt Peinture. Bonjour, Matt. Bonjour, Matt. Oui. Il faut préférer le coton ou le polyester. Et la toile qui se déchire facilement, c'est en polyester? Je pense que oui, mais vous savez, c'est pas toujours marqué sur nos... nous, ici, les toiles, quand on achète des toiles, soit c'est marqué coton, toile en coton, soit marqué toile d'artiste. Quand c'est pas cher, on ne sait pas de quoi il s'agit. La toile qui se déchire, ben moi j'en ai eu certainement. Je sais même pas qu'est-ce que c'est. On dirait du papier là. Ah oui, c'est du papier qui a été plastifié. Alors on ne sait pas. Je le sais pas. C'est même pas du tissé. Si vous me dites qu'un polyester, c'est une fibre de polyester qui a été tissée pour générer une toile, certainement c'est meilleur que ce que j'ai eu là, qui ressemblait plus à... Des fois, on a du papier qu'on dirait du canevas, mais c'est pas du canevas, c'est du papier pour peindre dessus. Ça ressemble un peu à ça. Et vous allez acheter des carnets où il y a des toiles dedans, c'est vraiment de la vraie toile. J'en ai utilisé dernièrement, c'est vraiment de la vraie toile. Donc, la qualité vient peut-être de la matière, mais aussi, surtout, de la fabrication. Ça a été fabriqué comment? Donc, pour moi, mes préférés, là, c'est sûr, c'est le coton, le vrai coton, bien épais. En voilà ici, tiens, voilà, du coton bien épais. Oui. Tu vois, il est pas blanc, il est un petit peu écru ici. On le voit? Il est comme beige. Voilà. Ça, c'est le coton sur lequel il a été appliqué du gesso, il est blanc, mais ici, il est écru. Hein? Voilà le coton. Le coton brut. Mais celle qui se déchire facilement, c'est tout blanc. Ici aussi, c'est blanc. Devant, derrière, c'est tout blanc. Ah oui, puis c'est mince. Hein? Donc, c'est pas du coton. Voilà. Après, vous avez le lin qui est encore mieux que le coton, mais on va dire que coton, ici, alors la base, c'est ça. Ici, au Canada, au Québec, dans les États-Unis, vous savez qu'il y a eu beaucoup de coton, de champs de coton. Le textile qui a été utilisé pour faire les toiles pour les peintres, ici, tandis qu'en France, c'était plus le lin. Il y avait beaucoup de lin, des champs de lin. On faisait des vêtements en lin, alors qu'ici, ils faisaient des vêtements en coton. Voilà pourquoi il y a plus de lin, où il y avait plus de lin en France et du coton ici sur le continent américain. On finit avec 2 questions sur la vidéo, le problème des palettes blanches. OK, on commence par Bernard Legros. Bonjour Bernard. Et j'ai vu sur Facebook que Bernard, il y avait eu un petit accident dernièrement à son pied. Oui, j'espère que ça va aller. J'espère que ça va bien. Une entorse. Oui, une entorse. C'est pas facile. Les entorses, là, c'est... Ils vont dire, ils me suivent, eux autres. Hein, vous voyez, on voit nos personnes. Hein? Monter sur un escabeau avec... non. Il faut pas. Toi aussi, tu l'as vu? Ben oui, je l'ai vu. Oui, hein? Pour dire qu'on regarde tout, hein? Faites attention. C'est pas le pied. Hein. OK. Bonjour Bernard. Bonjour Bernard. Il dit, j'ai une palette en bois et je souhaite la peindre en gris neutre. Quelle est la peinture qu'il faut appliquer pour avoir une palette grise en sachant que je vais l'utiliser principalement pour peindre à l'huile? Alors moi, je dirais que peut-être que la méthode de peindre cette palette, oui, est importante, mais aussi ce qui va être très important, c'est de quelle façon va être utilisée la palette après, elle va être nettoyée, tout ça, parce que si on fait, je rends ma palette en bois gris, un beau gris, là, vraiment solide, avec tous les matériaux qu'il faut pour que ça soit bien solide, mais qu'après ça, lorsque je peins, je vais la gratter avec un grattoir très coupant, que je vais la nettoyer, la frotter fortement avec de la térébenthine, tout ça, ça va finir par retirer tout ce qu'on a fait, puisque à la base, c'est du bois. Ma palette grise, la mienne, c'est de la vitre, c'est du verre, et mon gris, il est en dessous. Donc, quand je peins, je suis toujours sur du verre. Ouais. Hein? Donc, il n'y a rien qui va l'abîmer. L'autre que je transporte pour peindre dehors, c'est du plexiglas. Pareil, elle est peinte en dessous. Je travaille sur le plexiglas. Maintenant, c'est du bois que je peins. Ça ne sera pas forcément très, très durable. Mais le mieux qu'on puisse faire, c'est d'utiliser les peintures les plus solides. Ça peut être de la peinture à l'huile. Il peut mettre de l'époxy, oui, mais c'est sûr, l'époxy, oui, ça tiendrait, ben oui, ça serait bien. Mais donc déjà de la peinture gris, trouver le bon gris, neutre, à l'huile. Après ça, bien laisser sécher, vernir, de nombreuses couches de vernis, tout ça. Mais tout ça, ça peut partir après quand même.
Ça peut être des peintures acryliques, puis des vernis acryliques aussi, ça fonctionnera aussi. Mais effectivement, peut-être de l'époxy, avec une couche d'époxy suffisamment épaisse. Puis après, votre tablette va être Mais oui, mais l'époxy, bonne à un pour moment longtemps. donné, ça va devenir... jaune un peu. Hein. peut-être pas jaune, mais ça va se salir, ça va être rayé, tu sais, les rayures Ah ouais, c'est vrai. vont changer l'aspect, ça va peut-être blanchir, ça va, tu sais, on ne sait pas trop. C'est un peu embêtant. C'est sûr. J'ai pas vraiment d'excellents conseils pour vous dire. Moi, je sais pas s'il peint sa palette en gris neutre, puis que ce soit un gris neutre, n'importe quoi, c'est ça qu'ils mettent une couleur par-dessus, puis que la palette, elle commence comme à... Non, la palette, non, si elle est bien poncée, qu'elle est propre et sèche, avec une peinture à l'huile, il n'y aura pas de problème. Pour faire un gris qui soit beau, qui tienne bien longtemps. Mais c'est pas que le gris va s'en aller, c'est surtout qu'est-ce qu'on va faire par-dessus qui va le détériorer, je pense. C'est ça. On finit avec Vera Jardin. Bonjour Vera. Petite question. La palette humide, peut-on s'en servir pour l'huile? Non. Ben non, en fait, l'huile et l'eau, on peut pas. Non, c'est pas ça, mais c'est qu'il y a des palettes humides, les gens utilisent la boîte pour faire de la peinture à l'huile, mais il faut pas utiliser les feuilles de papier qui sont vendues pour la palette humide. Parce que ce sont des papiers absorbants. Fait que si vous utilisez ça, ça va sécher votre peinture et retirer l'huile qu'il y a dedans. Donc surtout pas, il faut pour la peinture à l'huile, il faut une palette non absorbante. Après ça, l'éponge, on peut pas s'en servir non plus, donc ça serait juste pour utiliser la boîte en plastique. Prenez un Tupperware, ça fera aussi bien l'effet. Donc non, la palette humide, on peut pas s'en servir pour l'huile. Tupperware. 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 On a fini, on a passé, bravo. Eh ben c'est parfait. Oui. Bon, ben alors là... Vous nous voyez tout habillés, puis là, dans 1 semaine, non, dans 2 semaines, on va être un petit peu bronzé probablement, j'espère. Peut-être pas bronzé, mais en tout cas, on va transpirer, on sera au chaud. Parce que là, il tombe quelques flocons aujourd'hui dehors encore. Ben, c'est beau, c'était beau la petite neige, ça faisait Noël. Là, c'est beau la petite neige, mais à pelleter, je préfère pelleter du sable que de la neige. Ben, ici, c'est pas toi qui pèle, hein? Là-bas non plus. Non plus. Alors, ben, est-ce que ça vous tenterait de faire un petit tour avec nous, venir avec nous au Mexique? On va vous emmener avec nous. Ben oui, est-ce que vous voulez qu'on vous emmène avec nous? Oui, regardez. Allez, bon. On va vous mettre dans la valise et puis on va vous ressortir là-bas au Mexique. Ah ouais. Et ben là, on va vous enfermer dans la valise. Oh, pauvre vous, mais vous rentrez tout. Ça, c'est promis, on vous a fait de la place. Allez, on vous met dans la valise là, puis on vous ressortira là-bas au Mexique. C'est bon? Oui. Allez, ben on vous souhaite bon voyage. Bon voyage. Vous allez faire ça dans la soute, hein? Puis, soyez tranquille. Ouais, soyez sages. Allez. Bye bye. On vous embrasse et on vous ressort là-bas. OK? À très bientôt. Bye bye.